Toute histoire est un choix de regard. Celle-ci ne prétend pas raconter toute l'histoire du Bénin, elle suit le fil qui mène du royaume du Dahomey à l'indépendance du 1er août 1960. Nous sommes le mercredi 29 juillet 2026 et ceci est le chapitre 3 de notre série 66, le récit oublié de notre indépendance. Quand les arbres se taisent, les idées commencent à parler. Il existe une idée très répandue. Lorsqu'un peuple perd une guerre, il perd tout. L'histoire est beaucoup plus subtile. Parce qu'on peut perdre un royaume sans perdre une mémoire. On peut perdre un palais sans perdre une identité. Et l'on peut perdre une bataille sans renoncer à l'idée de redevenir un jour libre. C'est exactement ce qui se passe au Dahomey à partir de 1894. Le royaume est vaincu, le roi Béhanzin est en exil, l'administration française s'installe. Les officiers remplacent peu à peu les dignitaires, le drapeau change, les lois changent, les impôts changent, même le temps semble changer et pourtant, une chose résiste, l'esprit. Parce que la colonisation ne consiste pas seulement à occuper un territoire, elle consiste aussi à convaincre les habitants que cette occupation est désormais normale et ça, c'est infiniment plus difficile. Les Français construisent des routes, des postes administratifs, des écoles, des infrastructures. Ne tombons ni dans la caricature ni dans l'oubli. La colonisation laisse des réalisations matérielles. Mais elle les construit pour administrer une colonie, pas pour préparer un État indépendant. Cette nuance est essentielle. Une route peut servir au commerce, elle peut aussi servir à déplacer plus rapidement une armée. Tout dépend de celui qui la construit et surtout, pourquoi. Au tournant du XXe siècle, l'administration coloniale réorganise profondément le territoire. En 1904, le Dahomey est intégré à l'Afrique occidentale française, l'AOF, une fédération de colonies administrée depuis Dakar. À partir de ce moment-là, beaucoup de grandes décisions concernant le Dahomey ne sont plus prises à Abomey, ni à Porto-Novo, encore moins à Cotonou. Elles sont prises ailleurs. Et lorsqu'un peuple ne décide plus de son propre destin, il perd plus qu'un pouvoir. Il perd une partie de sa voix. Les missionnaires poursuivent leur œuvre, les écoles se développent, une nouvelle élite apparaît, des instituteurs, des fonctionnaires, des commis, des médecins, des juristes. Ironie de l'histoire, l'école coloniale forme progressivement les femmes et les hommes qui réclameront plus tard la fin de la colonisation. L'histoire aime décidément les paradoxes. Pendant ce temps, le souvenir de Béhanzin demeure. Il ne gouverne plus, mais il habite les mémoires, dans les familles, dans les récits, dans les chants, dans les silences aussi. Parce qu'il existe des héros dont on parle et d'autres dont la simple évocation suffit. Puis vint 1914, la Première Guerre mondiale. Des milliers d'Africains sont mobilisés, beaucoup quittent leur terre, certains ne reviendront jamais. Puis 1939, la Seconde Guerre mondiale. Le monde entier vacille et avec lui, l'idée selon laquelle l'Europe serait invincible. Comment expliquer à des peuples colonisés qu'ils doivent croire à la supériorité absolue de leurs colonisateurs quand ces derniers s'entretuent sur leur propre continent? Les guerres mondiales changent profondément les consciences en Europe comme en Afrique. Puis survient un événement dont on parle encore trop peu. En 1944, le général Charles de Gaulle réunit à Brazzaville les gouverneurs des colonies françaises à ce qu'on appelle la conférence de Brazzaville. La conférence ne promet pas l'indépendance, loin de là. Mais elle reconnaît que l'ordre colonial doit évoluer. La porte reste fermée, mais pour la première fois, on entend quelqu'un tourner la clé. 2 ans plus tard, en 1946, les habitants des colonies françaises deviennent officiellement des citoyens de l'Union française grâce à la loi Lamine-Gueye du 7 mai 1946 et à la constitution de la 4e République du 27 octobre 1946. La même année, le travail forcé est aboli grâce au combat mené notamment par Félix Houphouët-Boigny et petit à petit, le système colonial commence à se fissurer. Pas encore sous les coups des armes, sous la pression des idées. Et ces idées circulent plus vite qu'on ne l'imagine dans les journaux, dans les syndicats, dans les écoles, dans les cercles intellectuels, dans les assemblées. Une génération nouvelle apparaît. Elle ne porte plus le sabre de Béhanzin, elle porte la plume, la parole, le droit, le débat, les élections, les pétitions, les discours. Les armes ont changé. L'objectif, lui, est resté exactement le même. Retrouver la souveraineté. Il serait d'ailleurs injuste de réduire cette histoire à quelques grands noms. L'indépendance ne s'est pas fabriquée uniquement dans les bureaux des futurs ministres. Elle s'est construite aussi grâce à des instituteurs qui ont appris à lire à une génération, à des chefs traditionnels qui ont maintenu une continuité culturelle, à des commerçants, à des syndicalistes, à des femmes, à des anonymes. L'histoire aime les héros, la réalité préfère souvent les milliers d'inconnus qui rendent les héros possibles. À la fin des années 50, le vent tourne. Dans toute l'Afrique,
Le Ghana devient indépendant en 1957. La Guinée choisit le nom en 1958. Partout, les empires coloniaux comprennent qu'ils ne pourront pas retenir éternellement les peuples. Une page est en train de se tourner et le Dahomey s'apprête en fait à écrire la sienne. Le combat ne se mène plus dans les palais d'Abomey. Il se joue dans les urnes, dans les assemblées, dans les négociations et bientôt autour d'une date, le 1er août 1960. Suivez-moi sur tous mes réseaux, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok, Jasmin Guézo, pour ne rien rater de 66, le récit oublié de notre indépendance. Et pour la suite, rendez-vous demain, 30 juillet 2026, à 6h06.